Bonsoir, bienvenue à l'échiquier international. Alors que l'attention du monde est détournée par l'affaire Epstein, l'entité sioniste profite de l'opportunité pour faire passer les lois les plus criminelles contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, où la confiscation des terres par les colons sionistes dépasse toutes les lignes rouges et pas seulement le droit international. Profiter d'une situation politique et sécuritaire instable et voire précaire pour réaliser leurs plans sataniques. Bref, la théorie du remplacement dans toute sa splendeur. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Maître Dominique Cochin, présidente de l'association Avocats pour la Justice au Proche-Orient, en direct de Paris. Maître Cochin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'accueillir. Est également avec nous Christophe Oberlin, professeur des universités, chirurgien français en mission humanitaire à plusieurs reprises à Gaza et bien sûr spécialiste en microchirurgie de la main, mais pas seulement, puisque c'est un fervent défenseur justement de la cause palestinienne et qui a accompli plusieurs missions à Gaza. Christophe Oberlin, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Leila Darktal et bonsoir Dominique. Alors, Maître Cochin, d'abord pour commencer, nous apprenons avec beaucoup d'amertume, bien sûr, que le Parlement, ce qui est dit donc Knesset israélien, vient d'approuver en première lecture le projet de loi autorisant la peine de mort pour les Palestiniens accusés d'avoir participé à ce qu'on a appelé les raids du 7 octobre 2023. Finalement, l'heure est extrêmement grave pour les Palestiniens et surtout, je parle des détenus, que ce soit administratifs ou qui ont été donc emprisonnés de manière arbitraire. C'est un petit peu le cas de la plupart ou de la majorité des détenus palestiniens. Pensez-vous que cette loi ou ces exécutions qui vont se faire vont passer sous silence aujourd'hui, surtout que le monde est occupé ailleurs? En fait, pour moi, déjà, en premier lieu, cette loi sera adoptée puisque, même si ce n'est qu'une première lecture pour le moment... Qui a été approuvée, oui. Il ne fait aucun doute qu'elle sera adoptée vu la configuration de la Knesset. Et effectivement, il y a déjà eu un certain nombre d'ONG qui ont protesté. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a protesté. Mais comme à l'accoutumée, si je puis dire, Israël se moque totalement de ces protestations. Et non seulement il ne fait guère de doute que la loi va être adoptée, mais il apparaît, en tous les cas c'est ce qui ressort des médias israéliens, que dans les prisons israéliennes, ils sont déjà en train d'organiser les aménagements, si je puis dire, pour mener à bien les lieux d'exécution et la formation des futurs exécuteurs. Oui. Et justement, Christophe Oberlin, on est vraiment, je dirais, dans l'effroi de voir que non seulement la première lecture a été approuvée par la Knesset, on a vu même des scènes de liesse et de joie de la part de certains députés, dont il n'est même pas nécessaire de citer le nom, et des anciens ministres, comme Ben Gvir par exemple. Mais comme disait Dominique Cochin, selon donc une chaîne sioniste, les préparatifs pour la pendaison des détenus palestiniens, juste après l'adoption donc et de cette première lecture par le Knesset, sont en train d'être mis en place. C'est-à-dire, on va maintenant, c'est juste une affaire, technique. Ce n'est même plus une lecture pour dire est-ce que c'est moral ou c'est pas moral. C'est carrément le passage à l'acte. Alors, est-ce qu'on va assister justement à ce drame qui donc est la pendaison des détenus palestiniens? Alors évidemment, cette nouvelle est effroyable et nous remplit de terreur, mais il n'empêche que ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'Israël a toujours appliqué la peine de mort, et même, je dirais, même avant la reconnaissance d'un État israélien
par l'Assemblée générale des Nations unies la peine de mort, c'est-à-dire les assassinats sans jugement, sans parcours juridique, étaient monnaie courante et le sont jusqu'aujourd'hui. Le comte Bernadotte, qui a été le premier émissaire des Nations unies, a été assassiné froidement, avec d'ailleurs le colonel Serrault, dont la fille est toujours de ce monde, et d'ailleurs travaille toujours à la mémoire de son père. Donc tout ça n'est pas nouveau. Je dirais que l'État israélien actuel en rajoute une couche dans l'effroyable. Et ce qui me choque peut-être davantage encore finalement que ces dispositions, qui comme l'a dit Dominique, sont tout à fait illégales, les combattants palestiniens, mouvement de libération, eh bien relèvent de la 3e Convention de Genève, il n'y a pas question de les juger, en tout cas en droit, et encore moins d'appliquer des sanctions, et encore moins d'appliquer la peine de mort. Donc Israël nous a habitués à tout cela. Mais je dirais ce qui m'effraie presque encore plus, c'est que Israël se permet de faire ça parce qu'il a toujours l'impunité. Et cette impunité, un État, le mien, la France, eh bien, y participe en accordant l'immunité à M. Netanyahou, en poursuivant je ne dirais même pas les militants, simplement les hommes et les femmes qui ont du cœur, qui ont un sentiment de la justice, en les poursuivant dans notre pays. Et je dois dire que je suis terriblement choqué, par exemple, d'avoir au cours de ces dernières semaines, et encore mardi prochain, avoir à aller défendre comme témoins eh bien, des personnes qui ont simplement manifesté de l'insympathie pour une population en déshérence, massacrée, victime d'un génocide. J'étais il y a quelques jours encore dans un tribunal où a été discuté le retweet de quelques émoticônes, vous voyez. Donc je dois dire que la position du gouvernement français me terrorise parce que nous y sommes ici et au même moment où M. Netanyahou eh bien, interdit 37 ONG humanitaires d'aller faire leur travail à Gaza, au même moment, M. Benjamin Haddad, qui est le ministre français des Affaires européennes, eh bien, demande une enquête pour vérifier que les fonds européens n'iraient pas au Hamas. Vous voyez, comme si le Hamas était une espèce d'entité terroriste. Voilà. Donc, je dois dire que c'est le contraste et l'extension des exactions israéliennes à l'intérieur même de notre pays, c'est ça qui me fait le plus peur. Parce que en Israël, je dirais presque qu'on a l'habitude. Au moins, les masques sont tombés. Les crimes de guerre s'accumulent, les dossiers s'épaississent, ils sont d'une excellente qualité. Les cadavres qui sont rendus dans le cadre d'échanges par Israël, eh bien, portent des traces de torture, d'exécution sommaire. Certains ont été exécutés sommairement, voire même peut-être, je dis bien peut-être, de transplantation d'organes réalisées à partir de prisonniers. Tout cela, on le sait, le dossier s'épaissit, mais c'est l'absence de réaction de ceux qui ont un certain pouvoir pour lever cette immunité, cette impunité, eh bien, c'est cette absence de réaction qui nous terrorise, et en particulier dans l'actualité tout à fait récente, eh bien, les déclarations, je dirais, démentielles du ministre français des Affaires étrangères concernant Madame Francesca Albanese. Absolument, oui, effectivement, parce qu'on demande à ce qu'elle soit poursuivie, et justement parce que pour ses prises de position vis-à-vis des Palestiniens, de la Palestine et de ce qui se passe à Gaza comme génocide. Maître Cochin, finalement, on se rend compte que on attendait à ce que les criminels du génocide soient jugés par la CPI, comme la plainte a été faite et que, bien entendu, elle a été approuvée. Aujourd'hui, on se retrouve avec des bourreaux qui eux-mêmes se font passer pour des victimes pour juger encore d'autres victimes. Déjà, la situation, comme disait tout à l'heure Christophe Oberlin, des détenus est vraiment très précaire pour les tortures qu'ils subissent, morales ou physique, et j'en passe. Donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve encore à lever la barre pour aller encore plus dans la violence, à savoir que c'est tout un protocole qui va être mis en place pour pouvoir décider de qui sera pendu et de qui ne sera pas pendu. Donc finalement,
où s'arrête ici le droit international? À quel moment intervient le droit international et le droit tout court par rapport à cette loi qui est encore plus criminelle que ceux qui l'ont instaurée? En fait, je dirais que c'est assez simple. Le droit international, il s'arrête à la frontière d'Israël, à la frontière de la Palestine. À partir du moment où vous avez un occupant qui ne subit pas la moindre sanction de la part de quelque institution que ce soit, ou comme ça a été dénoncé, en réalité, il y a une totale complicité de la part des États occidentaux, et ça s'est vu notamment avec le refus de suspendre l'accord d'association Union européenne-Israël, qui serait une sanction particulièrement minimaliste pourtant au regard de ce que commet Israël. À partir du moment où, de manière systématique, au lieu de s'intéresser, par exemple, le pouvoir public français, au lieu de se soucier de cette loi qui va être adoptée et qui est une forme de légalisation des meurtres, en réalité, eh bien, effectivement, on va se soucier, comme l'a dit le professeur Oberlin, d'aller demander la démission de Francesca Albanese. Oui. Non pas par rapport au contenu de ces rapports qui sont en réalité inattaquables, mais par le biais d'attaques ad personam fondées sur des accusations totalement fallacieuses, une fois de plus, une fois encore, d'antisémitisme, parce que c'est l'épouvantail qui permet et qui autorise tout aujourd'hui, et ça c'est totalement scandaleux. Je voudrais relever un point. Vous avez évoqué une loi qui permettant de tuer des personnes ayant participé aux événements du 7 octobre. Oui. En réalité, la loi est beaucoup plus vaste que cela. Sans aucun doute, les premières personnes qui seront exécutées seront des personnes soupçonnées d'avoir participé à ces événements, mais la loi ne vise d'ailleurs, elle est ségrégationniste, puisqu'elle ne vise que des Palestiniens. Tout à fait. Et elle vise des Palestiniens qui pourraient avoir causé la mort intentionnellement ou non intentionnellement. Donc en réalité, ce seront des juges, des tribunaux d'exception qui jugeront, avec, comme c'est souvent le cas en Israël, des pièces secret défense, donc on peut même pas se défendre parce qu'on ne sait pas sur la base de quelle pièce, et avec une impossibilité d'interjeter appel ou de demander que la peine de mort soit commuée en réclusion criminelle à perpétuité ou autre chose. Et les exécutions devront intervenir de mémoire dans les 90 jours du prononcé de la peine. Donc vous comparaissez devant des juges qui ont sans doute déjà rédigé le jugement, vous êtes, avant même de comparaître, vous êtes condamné à mort, et dans les 90 jours qui suivent, vous êtes exécuté sans la moindre voie de recours possible. Donc effectivement, on est totalement hors sol en termes de respect des droits à un jugement équitable, droit de la défense, etc. Sans même parler du droit international. Oui, franchement, on a dépassé tout l'entendement. Là où peut aller l'imagination, ça dépasse vraiment lorsqu'il s'agit de l'antitétionnisme. Je voulais juste, pour nos amis téléspectateurs, avant d'aller vers vous, Christophe Oberlin, dire à peu près ce que stipule cette fameuse loi. Alors, on va dire que, d'abord, le texte élaboré, il s'agit d'un commissaire. Il y aura le commissaire de l'administration pénitentiaire israélienne ou sioniste qui nommera donc le bourreau. La procédure serait supervisée par un directeur de la prison, un représentant judiciaire et un membre de la famille du condamné. Les exécutions pourraient avoir lieu même en l'absence de certains superviseurs afin d'éviter tout retard. C'est ce que stipule donc le projet de loi. Ce texte accorde également l'immunité et civile et pénale totale aux fonctionnaires impliqués donc dans cette exécution. Il interdit toute commutation, appel ou annulation de peine une fois la sentence de mort prononcée. C'est un verdict finalement
contre le palestinien. Et finalement, qu'est-ce que je pourrais poser comme question lorsque on voit ce genre de choses, on lit ce genre de loi? Finalement, on se rend compte de l'impuissance et que s'il y a un puissant dans ce monde qui est au-delà de tous les droits, y compris internationaux, y compris moraux, c'est l'entité sioniste qui ont le droit de tout faire sur des détenus qui, à la base, sont des détenus administrativement parlant. Écoutez, de toute façon, à chaque fois qu'Israël creuse un peu plus sa tombe en tant qu'État actuel et en fonctionnement actuel, on se dit qu'on a atteint le fond. Alors là, le fond, on imagine la suite. Si jamais les Israéliens passent à l'acte et procèdent à des exécutions, je crois véritablement qu'il y aura un tremblement de terre planétaire. Il n'y a pas d'autre possibilité. La France n'a jamais été, et là j'en reviens à la France, parce que la France, malgré sa dimension moyenne, est un pays clé. La France aurait très bien pu arrêter M. Netanyahou, comme la signature de la Convention à la Cour pénale internationale l'obligeait. La France est dans une situation très très difficile. Des actions ont déjà été entreprises contre un certain nombre de responsables politiques. Et là, je dirais que ça serait véritablement l'exécution de trop. Donc j'ose croire qu'il y aura des réactions suffisamment puissantes, et notamment sur le plan politique, pour pouvoir stopper en tout cas cet engrenage infernal. Je voudrais ajouter une chose, c'est que en ce qui concerne la Francesca Albanese, l'instigatrice finalement, oui, en tout cas en France, d'une pétition pour démettre Francesca Albanese une autre Folke Bernadotte, d'une autre façon, la démettre de ses fonctions, et vient de la part de quelqu'un qui n'a pas de légitimité électorale. Je voudrais rappeler quelque chose qui est souvent ignoré, c'est que lors du découpage de 2010, eh bien, la circonscription électorale, la 8e, celle qui correspond à Israël, a été extraite du Proche-Orient. Et finalement, les votants, les franco-israéliens qui votent pour élire Mme Yadan ou M. Meyer Habib auparavant, eh bien, se trouvent dans la situation où ils ont de toute façon la majorité absolue, car le nombre d'inscrits sur les listes électorales en Israël, eh bien, lorsqu'on sort Israël du Proche-Orient et qu'on n'inclut pas, comme ce devrait être la règle, les pays de la même région, en particulier le Liban, eh bien, ça veut dire que depuis 2010, il y aura définitivement un agitateur israélien, membre du Parlement français. Et donc, c'est encore plus humiliant de voir les incidentes, finalement, de tout cet entrisme qui vient perturber nos tribunaux, le Parlement, qui n'a pas besoin d'agitateurs en son sein. Et donc, on peut espérer quand même qu'il y ait une certaine réaction des politiques qui nous dirigent. Oui, alors on s'étonne réellement que la France aujourd'hui se positionne de cette manière aussi flagrante du côté d'une entité sioniste qui ne cache pas toute sa violence et cette haine qu'elle a, et surtout son non-respect du droit international tel qu'il est stipulé. Finalement, Dominique Cochin, avec cette loi, si elle est mise à exécution, si déjà on va commencer à exécuter les premiers détenus avec ce silence, je dirais, presque assourdissant de la communauté internationale, beaucoup plus préoccupée par le dossier Epstein, et qui s'en offusquent d'ailleurs, mais ne s'offusquent pas du tout du fait que des détenus palestiniens, détenus de manière arbitraire, soient exécutés sous la supervision de l'entité sioniste, qui est un État, rappelons-le, collant. Alors, moi, je suis malheureusement plus pessimiste que Christophe Oberlin. Oui. Je ne m'attends pas à ce que ça suscite une quelconque émotion. Lorsque des talkie-walkie, des téléphones ont explosé au Liban qui n'est pas en guerre contre Israël, et que des civils ont été tués dans cet acte terroriste, eh bien, à part de l'admiration pour la technologie, il n'y a pas eu de protestation. On va démarrer en tuant
par la pendaison de personnes qui ont participé aux événements du 7 octobre. Donc on viendra nous dire ah oui, mais le 7 octobre, c'est la clé de tout aujourd'hui dans les discours de propagande pro-israélienne. Et ensuite, eh bien, ça passera parce qu'on change d'information, on passe à autre chose. Et c'est comme la colonisation. Le président de la République française a dit l'annexion, c'est la ligne rouge que nous n'accepterons pas. Je pense que l'annexion, on y est. Et que dit la France? Rien. La France continue à encourager même les comportements d'Israël. Donc non, je ne suis pas positive. Et concernant, pour compléter ce qui a été dit à propos des élections et de la représentante de la 8e circonscription des Français de l'étranger, je tiens à préciser que cette députée qui se permet de parler de droit, de justice, etc., elle est en très grande partie élue par des Français qui résident dans les colonies de Cisjordanie, qui vont voter, parce que sur la liste des bureaux de vote, il y a les bureaux de vote pour les colons. Et donc, elle est en grande partie élue par des individus qui participent du crime de guerre qu'est la colonisation, et ça ne dérange personne au sein de l'Assemblée nationale. Donc, je m'interroge sur ce qui, à un moment, pourrait choquer les esprits. Sincèrement, je m'interroge. Voilà, c'est-à-dire à quel moment, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, va-t-il réellement être, si vous voulez, un starter ou je sais pas, pourrait provoquer justement une réaction. Christophe Oberlin. Peut-on imaginer un instant, parce que de toute façon ça va venir et on sent que rien n'arrête cette machine meurtrière sioniste. Peut-on imaginer un instant assister à l'exécution par pendaison du premier contingent de détenus ou groupe de détenus palestiniens et que cela passe comme une information qui va choquer peut-être le premier jour et puis ça va être banalisé comme tout le reste. Est-ce que l'imagination de l'homme peut se familiariser avec ce genre de scène à ce point? Écoutez, des massacres à grande échelle de populations humaines ont eu lieu, et notamment au siècle dernier. Là, c'est le premier du nouveau siècle. Et ces massacres, aussi effroyables soient-ils, eh bien, ont connu une fin. Moi, je crois, et je me rends compte tout à fait que l'optimisme n'est certainement pas le mot qu'il faut prononcer, mais si l'on regarde objectivement la situation israélienne, celle-ci est très mauvaise, avec finalement 2 millions de Gazaouis qui sont restés dans la bande de Gaza alors que le projet était de les exterminer ou de les envoyer dans le Sinaï. Ça ne se fera pas. Avec une Cisjordanie qui est à feu et à sang, et dont le contrôle est extrêmement difficile, en particulier avec des soldats au sol, avec des colonies qui interfèrent au milieu du tissu palestinien, avec surtout, à mon avis, un point essentiel, qui est le rêve véritablement de folie de M. Netanyahou et de ceux qui le soutiennent, de soumettre l'Iran. L'Iran a démontré qu'il était capable militairement de tenir, et il a démontré diplomatiquement qu'il était capable d'avoir suffisamment de retenue pour rester dans le droit international. Et d'ailleurs, le dernier discours du ministre des Affaires étrangères a rappelé l'attachement de l'Iran au droit international. Autrement dit, aujourd'hui, ce sont les Iraniens qui tiennent le haut du pavé en matière d'intervention militaire à l'extérieur. Ce sont eux qui dirigent les opérations. Donc tout ça, ce sont un certain nombre d'obstacles qui se sont dressés et objectivement, eh bien, si tant est qu'on a pratiquement renoncé à imaginer les objectifs de la partie israélienne, mais objectivement, aucun des buts de guerre n'a été obtenu. En ce qui concerne l'évolution, eh bien, il est clair que ceci ne pourra apporter que plus de violence, et je pense en particulier à la bande de Gaza, où les forces palestiniennes de type guérilla, eh bien, sont pratiquement intactes, c'est-à-dire que
On est parti, si l'Occident n'intervient pas, ne réagit pas, n'utilise pas les leviers qui sont à sa disposition, on est parti pour une extermination de faible intensité qui n'arrivera pas au bout, Et je pense que le temps, certes, est très dur pour les Palestiniens, mais il ne joue pas pour la partie israélienne. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Oberlin. Je rappelle que vous êtes professeur des universités. Merci à Maître Dominique Cochin, présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient, et surtout nos pensées qui vont à tous les détenus palestiniens et en particulier au docteur Abou Safiya, arrêté abusivement par le colonialisme et le colon sioniste. Au revoir.